Bon, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'accueillir André Pichot ce soir, qui connaissait déjà le chemin de Nantes. Vous êtes venu il y a quelques années. Puis ensuite, on a eu C'était l'occasion. encore en construction ici, c'était pas fini. Oh, c'était même en construction dans la tête. C'était à l'état de projet encore, je crois. Et puis, on a eu l'occasion de travailler après dans un livre collectif qui avait été dirigé par Muriel Fabre-Magnan et Philippe Moulier, où il y avait des généticiens, des philosophes, des juristes qui étaient publiés. Mais ce n'est pas pour parler d'ouvrage collectif que vous êtes ici ce soir. Donc, présenter André Pichot, c'est à la fois nécessaire et superfétatoire, parce que tous ceux qui s'intéressent aux questions d'histoire des sciences connaissent son nom. Mais je veux vous rappeler quelques éléments de sa biographie. Donc, André Pichot a ce site particulier dans le monde des historiens de la biologie qu'il est de formation lui-même biologiste. Or, très souvent, l'histoire de la biologie est faite par de brillants collègues, mais qui viennent de Normal Sup Lettres et qui rentrent dans un domaine qui n'est pas le domaine dans lequel ils ont reçu une formation. Donc, il est chargé de recherche au CNRS et il a passé sa vie à travailler. Comme tout le monde. Comme, j'allais dire, tous les chercheurs du CNRS. Donc, il a commencé par des travaux donc, en biologie, jusqu'à ce qu'un incident l'amène à se tourner vers d'autres questions. Et d'abord par des questions d'épistémologie, puisque un de vos premiers titres s'intitule Naissance de la science chez Gallimard et une phénoménologie de la connaissance parue chez Aubier. Et ensuite, vous avez publié des livres. Alors, Naissance de la science, c'est sur les origines de la science dans l'Antiquité. Ensuite, vous avez publié une très volumineuse histoire de la notion de vie chez Gallimard, qui est rééditée régulièrement. Elle est là, alors vous voyez de quoi je parle, elle est là, publiée en tel. Et une histoire de la notion de gène qui n'est pas là. C'est très joli, ce petit présentoir, mais il n'y a pas de tout. L'histoire de la notion de gène, c'est chez Flammarion. Vous avez aussi édité chez Gallimard un certain nombre de textes, notamment de Galien, mais pas seulement de Galien. Galien chez Gallimard, Galien en Garnier Flammarion, Pasteur, Lamarck, Bichat. Voilà, alors on avait invité, parce qu'on a à Nantes un spécialiste de Galien qui est Jackie Pigeot, mais je crois qu'il n'est pas là en ce moment, parce qu'autrement, il serait certainement venu vous écouter. Alors, ensuite, et moi, c'est par ce livre que je vous ai connu, qui était blanc quand je l'ai acheté, parce que ce n'était pas l'édition de poche. C'est ce livre, La société pure de Darwin à Hitler, qui a été publié au début des années 2000, si ma mémoire est bonne, avant d'être sorti en poche. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de l'eugénisme? Oui, très largement eugénisme, théorie eugéniste et raciste. Alors c'est un livre qui je crois, comme on dit chez les éditeurs, a bien marché. Non oui, ça c'est quelle édition? Ça, c'est une autre, c'est pas la première édition. C'est pas la première, il y a eu une grande édition format, une édition de poche. Ça c'est la deuxième édition de poche. Mais enfin, il en a pas mal été question. Et ensuite, vous avez... Alors, ce livre, d'ailleurs, a été traduit en anglais, je le dis, it's for you, Sudhir Chandra. You could read it in English by Verso. Et vous avez publié ensuite, donc le dernier livre, c'est celui qui est là, Aux origines des théories raciales de la Bible de Darwin. Alors, c'est sorti l'année Darwin, c'est ça? Oui. Il y avait beaucoup de livres sur Darwin. Et le vôtre était dissonant, disons, par rapport à ce qui s'est publié par ailleurs, qui était plutôt agéographique, enfin on peut le dire. Bon. Voilà, alors, mais ce soir vous nous parlez de biologie et société, de la biosociologie à la sociobiologie et retour, donc la circulation des schèmes de pensée entre sciences humaines et biologie. Donc merci encore d'être venu en train depuis Strasbourg, parce que vous n'avez plus de papier d'identité et vous détestez les aéroports, ce qui fait quand même un long trajet. Vous avez la parole ensuite, on pourra discuter jusqu'à 20h comme d'habitude. Merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir invité, merci d'être venu m'écouter. Comme vous n'êtes pas tous francophones, il faut que je parle lentement.
Je vais essayer de parler lentement. Surtout que c'est des questions, les questions dont je vais parler sont des questions qui sont compliquées. Pas compliquées intellectuellement, mais compliquées parce que c'est entremêlé, on ne sait jamais de quoi on parle. C'est ce que j'appelle de la tératologie épistémologique, c'est-à-dire des monstruosités scientifiques, des productions scientifiques qui sont absolument monstrueuses d'un point de vue épistémologique. Alors, les rapports biologie-société, c'est des choses très courantes. On fait souvent la métaphore, la société comme organisme, ou bien on compare la société humaine aux sociétés des insectes comme les abeilles, les fourmis, etc. Ça, c'est très classique, c'est pas ça que je vais parler. On a un cas plus intéressant qui est celui de Pasteur. J'en dis deux mots parce qu'il est intéressant. Moi, je vais surtout parler de Darwin. Mais je vais dire quelques mots de Pasteur parce que c'est intéressant parce que Pasteur et Darwin sont contemporains. Et on a contemporains et rivaux. On a d'un côté Pasteur d'où va découler l'hygiénisme social, et on a Darwin d'où va plutôt découler l'eugénisme. Dans les deux cas, on a une même volonté d'améliorer la condition humaine, mais de manière très différente. Pasteur les travaux de Pasteur ont entraîné des lois hygiéniques, les vaccinations obligatoires, l'asepsie, les quarantaines, etc. Il a travaillé non seulement sur l'animal, sur l'homme, mais aussi il a fait les maladies du vin, les maladies de la bière. Donc ça avait une importance à la fois en santé publique et une importance économique considérable. D'où la gloire de Pasteur. Ce n'est pas seulement la vaccination, c'est des tas de choses, c'était un personnage très célèbre. Ensuite, on a Darwin. Le darwinisme est absolument sans aucune application pratique. Darwin s'est inspiré des méthodes de sélection des éleveurs, mais ce ne sont pas les éleveurs qui sont inspirés du darwinisme pour mettre au point leurs méthodes. Les méthodes existaient avant, c'est des méthodes empiriques dont Darwin s'est inspiré. Par conséquent, quand Darwin, ou plutôt les darwiniens, vont chercher des applications à la société, ce ne seront pas vraiment des applications pratiques comme le sont les applications pastoriennes. Ils vont vouloir remodeler la société selon les principes de Darwin considérés comme scientifiques. Ils vont avoir une volonté politique. Le pasteurisme, ça marche sous tous les régimes politiques. Les vaccinations, qu'on soit en dictature, en démocratie, en monarchie ou en tout ce qu'on veut, la vaccination, elle marche. L'hygiénisme, pareil, peu importe le régime politique. En revanche, le darwinisme va avoir des implications politiques beaucoup plus marquées. Et Darwin, d'ailleurs, plutôt les darwiniens détestaient Pasteur et l'hygiénisme social. Par exemple, quelqu'un comme Davenport, qui est l'un des principaux eugénistes américains, détestait l'hygiénisme de Pasteur. Il considérait que ça produisait, d'une part, d'abord c'était faux, parce que c'était trop général. Il voulait qu'on s'intéresse aux individus, aux qualités individuelles, et d'autre part, il leur reprochait en quelque sorte de permettre à des individus inférieurs de vivre, alors que ces individus auraient dû normalement disparaître par la sélection naturelle. Donc vous voyez dans quel cadre on se place. Alors maintenant parlons
laissons tomber Pasteur, parlons uniquement de Darwin. C'est essentiellement sur les implications de Darwin sur les théories sociales, c'est sur ces questions-là que je vais m'intéresser. Alors j'ai donné deux mots, biosociologie et sociobiologie. Biosociologie, c'est un mot qu'on trouve parfois au début du XXe siècle pour désigner des sociologies qui veulent intégrer des critères biologiques. Souvent des critères darwiniens, mais pas forcément. Ça peut être aussi des critères d'anthropologie physique, la craniométrie, les statistiques biologiques un peu à la mode de Quetelet, et des choses comme ça. C'est une sociologie donc qui intègre des facteurs biologiques. La sociobiologie, qui est le terme qu'on utilise surtout aujourd'hui, c'est plutôt une biologie qui veut intégrer des questions sociales. Donc c'est un peu l'inverse. Mais c'est l'inverse et en même temps c'est la même chose. Parce que si on veut intégrer des questions sociales dans cette biologie, c'est pour mieux ensuite expliquer les questions sociales par la biologie. Ça se mord un peu, c'est un cercle, c'est complètement circulaire. Chez Darwin, on va prendre en considération trois facteurs. Il y a trois facteurs chez Darwin. D'abord, la variation. Il faut que les êtres vivants varient. Chez Darwin, la variation n'est pas expliquée. Il y a deux, trois suppositions. Maintenant, on l'explique par la mutation. Mais la mutation, elle apparaît seulement en 1903, je crois, ou 1901, je ne sais plus, enfin vous avez en tout, la théorie des mutations par De Vries. Hein. C'est un botaniste hollandais. On ne va pas s'y intéresser, parce que ça, c'est vraiment trop étroit. Il y a un deuxième terme, c'est l'hérédité. Il faut que les variations soient héréditaires pour qu'on les prenne en considération. Et enfin, il y a la sélection. Sélection naturelle. C'est ces deux questions que je vais aborder. D'abord, la sélection. Sélection, chez Darwin, il faut voir ce que c'est plus compliqué que ce qu'on dit d'habitude. On a tendance à croire que la sélection se fait en fonction d'une plus ou moins bonne adaptation au milieu. Et que ceux qui sont mal adaptés au milieu vont disparaître, ceux qui seront bien adaptés vont survivre et avoir des descendants. Ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, chez Darwin, la sélection s'exerce dans le cadre d'une concurrence, et plus spécifiquement d'une concurrence pour l'alimentation. Ensuite, il y aura une sélection sexuelle, j'en parlerai après, mais c'est-à-dire qu'il faut poser la question, hein, c'est très étroitement intégré à une concurrence, c'est dans un cadre malthusien où les ressources alimentaires sont insuffisantes et seuls ceux qui sont capables de s'approprier les ressources alimentaires peuvent survivre. C'est important parce que quand on dit la survie des plus aptes, c'est un euphémisme. En réalité, la survie des plus aptes, c'est l'élimination des moins aptes. Parce que si les plus aptes survivent, mais que les moins aptes survivent aussi, s'il y a de l'alimentation en quantité, il n'y a pas d'évolution. C'est en quelque sorte l'élimination des moins aptes qui va tirer l'évolution vers le haut. D'accord ? C'est important. C'est élimination des moins aptes. Il faut parler dans le darwinisme plutôt que la survie des plus aptes. Par la suite, Darwin va introduire la sélection sexuelle, c'est-à-dire le combat pour les femelles. Seuls ceux qui sont les mâles se battent entre eux pour conquérir les femelles, et seuls les mâles les plus forts vont avoir les femelles et pourront se reproduire. Alors, sélection par l'alimentation, sélection
pour la reproduction. Dans un cas, sélection pour l'alimentation, c'est la survie de l'individu. Dans le deuxième cas, sélection pour les femelles, sélection sexuelle, c'est la survie de l'espèce. C'est les deux seuls cas possibles qu'on pouvait imaginer, donc on a fait tout le tour. Alors, la critique qu'on peut faire, laissons tomber la sélection sexuelle pour le moment, la critique qu'on peut faire à la sélection par concurrence pour l'alimentation, c'est qu'évidemment, on sait très bien qu'en cas de famine, les individus qui meurent en premier, qui sont éliminés, ce sont les vieux et les jeunes. Les vieux ne se reproduisent plus. Donc, c'est sans importance au point de vue de l'évolution qu'ils meurent ou qu'ils vivent, puisqu'ils sont déjà reproduits. Et les jeunes n'ont pas encore développé toutes leurs capacités. Donc on ne sait pas s'ils sont supérieurs ou inférieurs. Ils sont inférieurs parce qu'ils sont jeunes, mais peut-être que s'ils avaient grandi, ils auraient eu des capacités supérieures. Donc vous voyez, en réalité, c'est très largement du verbiage. Ça ne marche pas, cette sélection par concurrence pour l'alimentation. Et c'est parce que ça ne marche pas qu'on a tendance à considérer que le darwinisme, c'est la survie des plus aptes, de ceux qui sont les mieux adaptés au milieu extérieur. On prend une formule très vague et on enrobe tout. Comme ça, on masque les difficultés. Cette question de la sélection des plus aptes, en général, très vaguement, va être immédiatement introduite en biologie, dans ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est-à-dire la volonté de laisser faire la sélection naturelle dans la société humaine pour l'élimination des moins aptes, parce que c'est bien ça qui choisit, l'élimination des moins aptes, ou par l'eugénisme, eugénisme positif ou eugénisme négatif. Eugénisme négatif, c'est l'interdiction aux moins aptes de se reproduire ou leur stérilisation pour éviter qu'ils se reproduisent. L'eugénisme positif, c'est l'encouragement des plus aptes à se reproduire. En fait, les deux sont plus ou moins mélangés toujours. C'est jamais, ça, c'est des théories qui sont tout à fait courantes à la fin du 19e et au début du XXe siècle. Je sais pas, on vous a donné les bibliographies, la photographie. Bon, alors vous avez des gens comme, pour l'eugénisme, vous avez Galton, évidemment. Je ne donne pas tous les titres. Vous avez Vacher de la Pouge, qui est célèbre en France pour les sélections sociales. Vous avez Otto Hamann, qui est l'équivalent allemand de Vacher de la Pouge, sauf que Vacher de la Pouge est un pessimiste. Il considère que les sélections sociales vont à l'encontre de la sélection naturelle, donc le monde, l'humanité va à sa perte, tandis qu'Otto Hamann, il trouve que les sélections sociales sont très bien adaptées à la sélection naturelle, donc tout est mieux pour le meilleur des mondes. Mais c'est les mêmes principes. Mais on fait dire à l'un que tout va mal, et à l'autre, on lui fait dire que tout va bien. J'en ai d'autres, j'ai cité aussi des auteurs plus modérés, vous verrez dans la bibliographie. Tout ça, ce sont des théories, c'est sans intérêt. C'est d'une banalité et d'une bêtise. On n'est pas encore dans les monstruosités scientifiques. Scientifiquement, c'est nul. Mais c'est pas monstrueux. C'est monstrueux dans les applications, puisqu'on sait très bien que l'eugénisme a eu toutes sortes de conséquences. L'eugénisme, je vous rappelle, les premières lois eugénistes, c'est les États-Unis en 1907, ensuite il y a le Canada, ensuite il y a la Suisse, ensuite il y a le Danemark, ensuite il y a l'Allemagne, etc., etc. Il y a des lois eugénistes après la guerre. Le Japon a une loi eugéniste en 1948. Donc il y a le cas de la Suède qui est bien connu, puisque ça a duré pendant très longtemps. Donc c'est la bêtise ordinaire, si vous voulez, qui a eu des conséquences en Allemagne, puisqu'il y a eu une extermination en plus de la stérilisation. Mais intellectuellement, c'est nul. Vous avez aussi les classifications raciales. Je n'ai pas parlé des classifications raciales. Les classifications raciales, la classification raciale type, il y en a plusieurs, mais celle la plus célèbre, c'est celle de Haeckel dans son ouvrage
faut que je retrouve. C'est son ouvrage, voilà, l'histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles, la version française 1874, la version allemande 1868. Il y a forcément une version anglaise, mais je la connais pas. Donc c'est Haeckel, c'est le vulgarisateur du darwinisme, universel du darwinisme. Tout ce que les gens appelaient darwinisme à la fin du 19e siècle, c'était en réalité les théories de Haeckel. Donc ça, on est dans la bêtise scientifique. Non, c'est même pas scientifique, c'est des choses ordinaires. Maintenant, on va passer par quelque chose de plus intéressant, parce que c'est plus tordu. Ce sont les théories de l'égoïsme et de l'altruisme. Alors, le darwinisme est typiquement une théorie égoïste, parce que l'individu ne voit que sa survie. L'individu lutte pour sa survie en se foutant, en se moquant totalement des autres. Donc c'est une théorie égoïste. Alors c'est très mal vu, c'est très vilain, notamment dans la société anglaise victorienne, qui a de temps en temps, je dirais pas toujours, mais quelques préoccupations religieuses et quelques préoccupations morales plutôt que moralisatrices. Et alors on a première chose, une chose très importante pour appliquer les théories darwiniennes à la société, première chose, c'est l'invention de l'altruisme darwinien. Alors l'altruisme darwinien, il a été inventé par Wallace. Wallace, c'est le co-découvreur du darwinisme. Vous savez que Darwin, il a découvert, il a écrit L'origine des espèces, mais en fait, il y avait un autre auteur, Alfred Wallace, qui avait trouvé la même théorie en même temps que lui. Et il a publié ça dans un article de 1864, vous avez les références, il existe en français aussi, l'article a été traduit en français, je ne sais pas s'il est traduit en allemand. Donc un article de Wallace en 1864 qui va essayer de moraliser en quelque sorte le darwinisme et en même temps de le rendre compatible avec la société. Parce que si tous les individus sont en concurrence perpétuelle et se battent constamment pour leur survie, il n'y a pas de société possible. La société demande des rapports d'entraide, des rapports sociaux, où les individus font autre chose que de se battre. Alors voilà, Wallace va proposer la théorie suivante, qui sera reprise ensuite par Darwin et par des adjoints, que les groupes, il dit les tribus. Dans les tribus où les individus sont solidaires, ces tribus ont plus de chances de survivre de leur combat avec soit contre la nature, soit contre les autres tribus dont les individus sont moins solidaires. Donc, en quelque sorte, l'altruisme qui unit les membres d'une même tribu est un facteur positif dans la sélection. Ils vont plus survivre que ceux qui sont moins unis. D'accord? Donc, on va en faire, ça va être le b.a.-ba de toutes les théories socio-biologiques qu'il va y avoir par la suite. C'est vieux, ça date de 1864. Comment concilier les relations, les rapports sociaux avec le darwinisme. Comment concilier la lutte pour la vie, la concurrence pour les ressources naturelles ou pour les femelles, pour ce que vous voulez, avec la nécessité de rapports qui unissent les individus au sein des sociétés. Alors ça, c'est Wallace. Alors ça va servir à toutes sortes de choses. Ça va servir, évidemment, à fonder les théories sociales sur la biologie. Ça va servir aussi à sous-tendre la morale. Le cas le plus célèbre, c'est Kropotkin, l'anarchiste russe, qui va écrire au début du XXe siècle. Il y a la référence de la traduction française, c'est paru en 1902 en anglais et en 1906 en français, qui va écrire l'entraide, un facteur d'évolution, où en quelque sorte il va montrer qu'on a mal lu Darwin
et il va accumuler toutes sortes d'exemples dans les sociétés animales où il y a entraide entre les différents individus. Et il va montrer que l'entraide est un facteur d'évolution, un facteur positif d'évolution. Donc la morale est sauve. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Disons, il ne se passe pas, à mon avis, il doit y avoir une demi-douzaine de gens qui, chaque année, dans le monde, redécouvrent l'effet, enfin ce que Patrick Thor appelle l'effet réversif de l'évolution. Il est persuadé que c'est lui qui l'a inventé alors que ça a été inventé en 1864. C'est-à-dire que ils sont persuadés qu'ils ont montré la morale du darwinisme. Le darwinisme était quelque chose de très moral, contrairement à ce que disent des gens comme moi qui disent que c'est pas du tout moral. Vous voyez bien que le darwinisme est moral. C'est quelque chose d'universel. Bon, ils oublient simplement. Alors là, c'est là qu'on entre dans les petites monstruosités. Ils oublient de dire une chose, c'est que dans la théorie de Wallace, la concurrence entre les individus est reportée à la concurrence entre les groupes. C'est-à-dire que ce sont les groupes qui sont en concurrence. Chaque groupe est soudé par l'altruisme. Le groupe A est soudé par l'altruisme A. Le groupe B est soudé par l'altruisme B. Ils font des masses et ils vont se battre entre eux. Et c'est évidemment le plus fort ou celui qui a le plus altruiste qui va gagner. Mais vous voyez bien que s'ils sont des groupes ennemis en concurrence, ils vont se marier entre eux à l'intérieur du groupe. Les femmes A vont épouser les hommes A, les femmes B vont imprégner les femmes B. De sorte qu'on va avoir deux entités biologiques qui vont évoluer différemment, c'est-à-dire formation des races et lutte des races. Donc, la théorie qui sert à justifier l'entraide et les rapports sociaux à l'intérieur de la société sert aussi à justifier la lutte des races. C'est-à-dire que l'égoïsme qui est propre à l'individu chez Darwin devient un égoïsme entre groupes. Chaque groupe est égoïste et les groupes luttent. Et chaque groupe devient une race en lutte contre les autres. Le grand théoricien de la lutte des races, c'est Gumplowicz, en 1883 pour l'édition allemande, 1893 pour l'édition française, il n'en existe pas d'édition anglaise. Et donc, vous voyez que la même théorie peut servir, il suffit de cadrer. Si on cadre le jeu sur un seul groupe, on dit, vous voyez, ça favorise l'altruisme, ça favorise l'évolution sociale, ça favorise les rapports sociaux. Maintenant, vous apercevez que l'égoïsme, il a été transféré au groupe, et à ce moment-là, vous avez au contraire des groupes qui luttent. Donc quelque chose de tout à fait moral. Les récentes théories, choc des civilisations, sont des lointaines répercussions de ce genre de choses, parce qu'il y en a eu à l'infini des théories comme ça. Gumplowicz, c'est le plus célèbre, mais il y a eu des tas de choses de ce genre-là. Les luttes des races, bon, c'est quelque chose, c'est un grand classique. Vous voyez comment on peut arriver à jouer comme ça. C'est un principe, si vous voulez, qui s'applique à l'homme, mais qui s'applique à toutes sortes de choses, qui s'applique à l'animal. Parce qu'une des grandes difficultés du darwinisme, c'est par exemple à expliquer les sociétés animales comme les fourmis ou les abeilles. Théoriquement, le darwinisme favorise les individus qui sont supérieurs dans l'évolution. Mais par exemple, on sait très bien que la plupart des abeilles sont stériles. Seule la reine est féconde. Pareil chez les termites, pareil chez les fourmis. Comment peut-on expliquer par la sélection des plus aptes un caractère comme la stérilité? Ça ne s'explique pas. Il faut recourir à des sélections de groupes. Ce n'est pas avantageux pour l'individu, mais c'est avantageux pour le groupe. Donc, l'individu va bénéficier, en quelque sorte, de son rapport au groupe et de la position qu'il a dans le groupe. Vous voyez, ça sert à tout. C'est éminemment modelable. On peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Et alors ça, c'est un premier pas
dans la perversion, je trouve. J'emploie un mot un peu moral, mais enfin, ou dans la tératologie scientifique. Il y a un deuxième pas dans la tératologie scientifique qui consiste, au lieu de faire glisser l'égoïsme de l'individu au niveau du groupe, on va faire glisser l'égoïsme à l'intérieur de l'individu. C'est la théorie du gène égoïste de Dawkins, il y a la référence dedans, qui est, qui est un classique aussi depuis un certain temps, et qui, en quelque sorte, est une théorie qui, à mon avis, qui se fait de plus pervers dans le genre. Parce que ça use constamment de l'ambiguïté. On ne sait jamais, chez lui, si il parle du gène comme d'un individu vivant, ou bien s'il est dans la métaphore. Qu'elle dit cette théorie? La théorie dit que les gènes, ce ne sont pas les individus qui visent à se conserver, à se multiplier, ce sont les gènes qui visent à se conserver, à se multiplier. Et ils peuvent entraîner chez l'individu un comportement altruiste ou même un comportement suicidaire dès lors que son suicide à lui, individu, facilitera la propagation de ces gènes au sein de la population. C'est-à-dire que, bon, c'est très difficile à expliquer parce que c'est complètement tordu, mais on essaye en quelque sorte, comment dire, c'est-à-dire tout se passe comme si le gène était égoïste, tout se passe comme si le gène était égoïste et avait un comportement visant à favoriser sa conservation, sa multiplication au sein des populations. Mais tout se passe comme si, et en général, on attribue une qualité, vous voyez, une qualité morale, le gène égoïste, l'expression est de Dawkins lui-même, en quelque sorte, on se replie non plus sur l'individu, on ne considère non plus l'individu, la survie de l'individu, on considère la survie des gènes. Et ça, c'est une théorie qui vient directement des théories nazies qui se sont inspirées de la génétique de Weizmann. Weizmann, j'ai indiqué, Weizmann n'était pas nazi, mais c'est la théorie du plasma germinatif, et dans toutes les théories biologiques nazies, on a la théorie voulant qu'il faut sauvegarder le plasma germinatif, sauver sa pureté, tout ça. À l'époque, on ne disait pas génome, on disait plasma germinatif. C'était la terminologie qui vient de Weizmann. Et ça, vous l'avez dans tous les textes nazis, par exemple chez Ottmar von Verschuur, qui était le maître de Mengele, généticien et anthropologue. On sait que c'est un grand classique, où on veut sauver la pureté des gènes, la pureté du génome, du plasma germinatif. Et ça revient maintenant sous forme de gènes égoïstes. Et on a, vous voyez, un petit jeu qui consiste à faire glisser l'égoïsme de propre à l'individu dans le darwinisme. On le fait glisser tantôt au groupe, tantôt au gène. Comme ça, l'individu peut être altruiste tout en restant darwinien. Parce que l'individu soit altruiste, c'est théoriquement contraire au darwinisme. Mais si on explique que l'individu est altruiste parce que le groupe est égoïste, à ce moment-là, l'individu est altruiste tout en restant darwinien. Si on explique que l'individu est altruiste mais que le gène est égoïste, l'individu reste altruiste. Si vous voyez, on sauve la morale. Mais on ne sauve pas la morale pour faire des bonnes œuvres charitables. Pas du tout, pas du tout. C'est très vicieux. Alors là, on arrive à un stade supplémentaire dans la tératologie scientifique. Ce cadre général de l'altruisme, qui est donc un peu le cadre général d'une conception sociale darwinienne parce que égoïste d'un côté, égoïste de l'autre, mais l'individu est altruiste, ce cadre va faire une sorte de bruit de fond moral
uniforme qui assure la cohésion de la société. Et sur ce bruit de fond général qui assure la cohésion de la société, on va faire apparaître les déviances. Tous les déviants qui ne rentrent pas dans ce bruit de fond. Et naturellement, on va trouver une explication biologique à tous ces déviants. C'est le gène du crime, le gène de l'homosexualité, le gène de l'enfant hyperactif, le gène des scènes de ménage. On a eu récemment, enfin il y en a, vous les connaissez tous les journaux en parlent, à chaque fois qu'un généticien veut se faire remarquer, il trouve le gène de l'homosexualité, c'est un des préférés avec le gène du crime, hein, et il prévient les journalistes qui sont automatiquement se sentent obligés d'annoncer une grande nouvelle. Maintenant ils commencent à être un peu fatigués parce que ça fait tellement de temps qu'ils le découvrent, hein, que bon. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que ce que jamais les journalistes ne disent aux scientifiques qui leur annoncent ça, vous découvrez toujours le gène du crime, mais vous ne découvrez jamais le gène de l'honnêteté. Vous découvrez toujours le gène de l'homosexualité, mais vous ne découvrez jamais le gène de l'hétérosexualité. Pourtant, les hétérosexuels sont plus nombreux que les homosexuels, donc on devrait pouvoir plus facilement trouver le gène de l'hétérosexualité. Les gens honnêtes dans l'ensemble sont quand même plus nombreux que les criminels, donc on devrait trouver le gène du criminel. Et alors pourquoi ils ne le trouvent pas? C'est parce que c'est une astuce. C'est encore, je crois qu'il faut connaître un petit peu, vous disiez que je suis scientifique de formation, il faut connaître les astuces. Moi maintenant je suis vieux, j'en ai lu des conneries, hein, donc je sais comment ça marche. Mais c'est parce que la génétique, quand on vous dit j'ai trouvé le gène de ceci, j'ai trouvé le gène de ceci, ils n'ont rien trouvé du tout en réalité. C'est parce que la génétique, c'est une génétique différentielle. Ce n'est pas une génétique qui découvre un gène de manière absolue, c'est une génétique qui découvre une différence. C'est pour ça que le bruit de fond est nécessaire. Parce que le bruit de fond, la norme, va servir de témoin. Et on va chercher ce qui ne correspond pas, ce qui est en désaccord avec le témoin, le bruit de fond. C'est-à-dire que si vous allez prendre un génome, les gènes des personnes honnêtes, hein, vous avez en gros, pas base par base, hein, pas nucléotide par nucléotide, mais vous avez un tableau général du génome d'une personne normale, honnête, et puis vous allez chercher maintenant, c'est le témoin, vous allez chercher dans le génome des criminels, hein, ce qui se différencie, qui les différencie du génome normal, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez établir des corrélations statistiques, ça ne se fait pas point par point, ça se fait statistiquement, c'est des corrélations statistiques qui vont mettre en évidence que, par exemple, les homosexuels ont telle partie du génome de cette manière, statistiquement plus fréquemment que les hétérosexuels. Vous voyez, vous étudiez une différence. Et vous allez dire, j'ai découvert le gène d'homosexualité, ce qui est une connerie, évidemment. Idem pour le gène des enfants turbulents, vous trouvez tous les gènes que vous voulez. Il faut bien savoir que c'est toujours différentiel. On ne trouve pas le gène de manière absolue. Ils n'ont pas le gène qui dit, ils ne peuvent pas dire, quand on a tel gène, il se produit telle chose dans la cellule, il va se produire telle chose, je ne sais pas, dans les hormones ensuite produites par cette cellule. Il n'y a jamais la chaîne physiologique, il n'y a jamais de description biologique réelle. Hein. Il y a une corrélation statistique, hein, d'une différence par rapport à un bruit de fond. On cherche des corrélations statistiques et c'est toujours par différence. Et vous voyez qu'une fois qu'on a posé une norme, un altruisme normal, que ce soit par égoïsme de groupe ou égoïsme de gène, hein, une fois qu'on a posé une sociabilité darwinienne, on peut trouver une base génétique aux déviances. Bon, donc
je vais être obligé de passer de beaucoup de choses. Voilà. Maintenant je vais finir sur la sélection et puis aborder un petit peu l'hérédité. Alors, le problème de la sélection, c'est très intéressant parce que on se dit toujours où Darwin a trouvé la sélection naturelle. Comment ça lui est venu à l'idée? Bon, en réalité, on en connaît plusieurs cas depuis le XVIIIe siècle, des gens qui avaient imaginé des choses à peu près du même genre. Mais ce qui est intéressant, plus spécifiquement, et Darwin lui-même a reconnu qu'il avait lu en 1838 le principe de population de Malthus, hein, et que c'est là qu'il s'en était inspiré. En réalité, Darwin est un petit menteur. Il ne s'est pas inspiré de Malthus. Il s'est inspiré de Townsend. Townsend, qui était un pasteur et un géologue. Il a la référence dedans dans mon machin. Vous voyez, ça s'appelle où il est. Townsend, Joseph Townsend. Une dissertation sur les lois sur les pauvres, c'est-à-dire sur les lois d'assistance publique anglaises. Et ça date de 1800 et quelques. 1786. Mais c'est hérédité. Aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Townsend. Au XIXe siècle, on le savait encore. Et Marx dit que, quand il parle de Malthus, Marx dit que Malthus est un plagiaire et qu'il a plagié Townsend. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est largement vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Townsend a inventé la sélection naturelle et dans quel cadre ça se situe. Townsend y raconte une petite histoire qui est, à mon avis, la base de la sélection naturelle darwinienne. Il raconte que dans l'île de Juan Fernandez, qui est une île au large du Chili, c'est l'île du Robinson de Daniel Defoe, hein, qui a inspiré le roman de Daniel Defoe, que c'est une île déserte. Et puis c'est les Espagnols, ils ont mis des chèvres dedans, un couple de chèvres. Alors il dit, les chèvres, ma foi, elles ont brouté l'herbe, et puis elles se sont multipliées. Et puis bon, de temps en temps, il y avait une calamité quelconque, soit si des hommes débarquaient, tuaient les chèvres pour les bouffer. Alors la population baissait, hein, mais les chèvres se multipliaient parce qu'elles avaient de l'herbe, et puis quand il n'y avait pas assez d'herbe, ben, les chèvres crevaient, donc il y avait une population stable qui se maintenait. Donc vous voyez, on voyait déjà le tableau, c'est un principe tout à fait classique qu'on étudie, qui a été mis en équation différentielle, enfin un peu plus compliqué dans les années 1920, c'est un principe de génétique des populations. Hein, et il dit ensuite, mais comme les Anglais, parce qu'il y avait une opposition entre les Espagnols et les Anglais dans la colonisation, comme les Anglais se servaient aussi des chèvres, pour s'alimenter, pour alimenter leurs bateaux pendant leur voyage et les pirates, les corsaires, vous savez, les corsaires qui se battaient pour la couronne d'Angleterre, pour la couronne d'Espagne, etc. Alors c'est les Espagnols, oui, c'est les Espagnols qui ont mis des chiens dans l'île. Et les chiens vont évidemment bouffer les chèvres. Ils vont manger les chèvres. Alors, donc, on a maintenant... Avant, on avait les chèvres et l'herbe. Maintenant, on a les chèvres, l'herbe et les chiens. Les chèvres mangent l'herbe et les chiens mangent les chèvres. Donc, on va falloir faire un circuit comme ça. Vous voyez, il faut trouver un équilibre. Mais alors, l'équilibre, comment il va se faire? C'est que les chèvres les plus malignes, les plus intelligentes, vont grimper sur les rochers pour échapper aux chiens. Hein? Donc, les chèvres qui vont être bouffées par les chiens, chez les chèvres idiotes, les stupides, hein, et réciproquement, les chiens qui sont assez habiles pour attraper les chèvres vont survivre, mais les chiens qui sont trop maladroits pour attraper les chèvres, ils vont crever de faim. Vous voyez? C'est le principe typiquement de la sélection naturelle darwinienne, c'est exactement avec la survie des chèvres les plus intelligentes et la survie des chiens les plus intelligents, supérieurs. Donc c'est l'évolution. Et ça, donc comme je dis, c'est un texte qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était connu
encore au XIXe siècle. Moi, j'ai une édition de 1845 du Principe de la population de Malthus, et il y a une annexe où il y a les textes de Townsend dedans. Donc c'était tout à fait connu. Donc c'est parfaitement connu à l'époque d'ailleurs Marx le connaît, les textes, il les cite. C'était tout à fait connu quand Darwin a rédigé ces textes. Et alors, pourquoi il raconte cette histoire? Quel rapport avec la loi sur les pauvres, avec les lois d'assistance publique? C'est parce que Townsend il réclame la suppression des lois d'assistance publique en Angleterre pour forcer les pauvres à aller travailler dans les usines. Parce que jusqu'à présent, les pauvres, ils avaient des lois qui imposaient aux paroisses d'entretenir les pauvres en fonction d'un impôt, etc. Et naturellement, les gens ne voulaient plus payer cet impôt pour les pauvres. Et du coup, il fallait supprimer les lois pour forcer les pauvres à aller travailler plutôt que se tourner. C'est bon principe, suppression des allocations de chômage et des trucs comme ça. C'est ça. Et c'est pour montrer cet exemple comment utiliser l'alimentation comme instrument de contrôle social qui donne cet exemple des chèvres et des chiens. Et donc, c'est en quelque sorte, Townsend propose cette suppression des lois et l'utilisation de l'alimentation comme instrument de contrôle social, et Darwin va reprendre la théorie en proposant l'alimentation. C'est pour ça que j'ai insisté au début. Chez Darwin, c'est très explicitement, et il insiste là-dessus, l'alimentation qui a le rôle central, qui va proposer l'alimentation comme facteur central de l'évolution, comme l'instrument de l'évolution. Et il suffit de regarder les dates. Le texte de Townsend, c'est 1786 et quelques, mais les lois d'assistance publique en Angleterre ont été supprimées en 1834. Polanyi considère que ces lois, l'abolition de ces lois marque le parachèvement de l'économie de marché. 1834. L'année précédente, donc c'est la libéralisation du marché du travail. L'année précédente, l'Angleterre a supprimé l'esclavage dans ses colonies en 1833. C'est aussi une forme, la suppression de l'esclavage, c'est une forme de libéralisation du marché du travail. On ne supprime pas l'esclavage par charité, mais c'est parce que les esclaves coûtent plus cher que les ouvriers. Ça, c'est 1833-1834. Théoriquement, Darwin dit, lui, avoir lu Malthus en 1838. Attendez, j'ai noté les dates, voilà. Donc, en 1838, voilà. En 1838, Darwin lit Malthus. En 1842, il esquisse sa théorie de l'origine des espèces, en une trentaine de pages, et il met au point le manuscrit, une grande partie du manuscrit, en 1844. Il le publiera seulement bien plus tard. Vous savez qu'il a hésité très longtemps. Il le publiera seulement en 1859. Mais vous voyez, les dates sont intéressantes parce qu'on est dans les mêmes zones. C'est aussi à peu près la même époque où Marx s'intéresse à l'économie politique, les manuscrits de 1844. Vous voyez, on est toujours dans cette époque des années, fin des années 30, début des années 40, des années 1830, des années 40. Tout ça apparaît à peu près au même moment. À mon avis, ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on retrouve cette chose. Bon, vous voyez, en fait, la sélection naturelle darwinienne qu'on veut imposer ou qu'on veut mettre dans la société, quand on veut faire du darwinisme social, en fait, c'est une sélection naturelle qui était, naturelle entre guillemets, une sélection sociale, qui appartenait au sens social, qui vient de Townsend, et indirectement de Malthus, mais surtout de Townsend, qu'on importe en biologie, et cette sélection importée depuis la sociologie, depuis les sciences sociales jusqu'à la biologie, on va la réinjecter dans la sociologie. En un darwinisme social, en quelque sorte, le passage par la biologie a donné une justification naturelle ou naturaliste. C'est quelque chose, et une justification scientifique. C'est scientifique, c'est biologique, c'est naturel. La sélection
est scientifique, naturel, etc. etc. D'accord. Bon, je vais aller vite parce que je suis un peu en retard. Bon, dernier point, l'hérédité. Alors ça, c'est bon, jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'est un peu banal. Ça, c'est quelque chose qui est plus rare, parce que c'est très largement moi qui m'en suis rendu compte. Pas dans mon histoire de la notion de gène, parce que quand j'ai écrit l'histoire de la notion de gène, c'est déjà vieux, maintenant ça fait déjà un certain nombre d'années, j'avais pas encore compris ça. Sinon, j'aurais écrit l'histoire de la notion d'hérédité. Parce que jusqu'à quand j'ai écrit mon histoire de la notion de gène, moi, comme tout le monde, je croyais que l'hérédité, c'était une sorte de fonction naturelle, hein, et que la génétique avait été inventée pour expliquer l'hérédité. Ce que tous les généticiens vous diront. Ben, ils se trompent. L'hérédité n'est pas du tout une fonction physiologique naturelle comme celle qu'on connaît depuis Aristote et Galien, depuis l'Antiquité, hein, comme la digestion, etc. etc. C'est pas du tout. L'hérédité est une notion qui est apparue en biologie au XIXe siècle. Il n'y avait pas d'hérédité dans les siècles précédents. Jamais le mot n'est utilisé. On avait des théories de la génération ou à la rigueur de la reproduction, mais pas de théorie de l'hérédité. Hein. Et la différence, c'est que dans les théories de la reproduction et de la génération, à cette époque, donc avant le XXe siècle, ces théories, la reproduction et la génération, avaient pour fonction de conserver la forme spécifique. Hein. C'est une époque fixiste. Hein. Donc les espèces sont définies par une forme spécifique. Hein. Et la reproduction, c'est comme chez Aristote. Chez Aristote, la reproduction sert à pallier la mortalité des individus et à conserver l'espèce, conserver la forme spécifique. Hein. Et donc, jusqu'au XIXe siècle, au courant du XIXe siècle, hein, on avait une reproduction qui était chargée de conserver une forme spécifique et non pas de prolonger l'individu dans ses descendances. Et ce qui était transmis dans la reproduction, c'était uniquement la forme spécifique, mais pas les caractères individuels. Les caractères individuels faisaient partie de l'accidentel. Hein. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être de telle manière ou de telle autre, peu importe. L'essentiel, c'était la conservation de la forme. C'est encore le cas chez, par exemple, le physiologiste allemand Müller, Johannes, il y en a plusieurs, au milieu du XIXe siècle, hein, où il dit que l'essentiel, c'est vraiment la conservation de l'espèce, mais que dans un mariage, entre un homme et une femme, les enfants peuvent être blonds, peuvent être bruns, ça change, etc., n'importe. L'essentiel, c'est que ils soient tous de la même espèce que les parents. Les chats engendrent les chats, les chiens engendrent les chiens, etc. Mais les chiens peuvent engendrer des chiens noirs ou des chiens blancs. Que le chien soit noir, qu'il soit blanc, peu importe, c'est toujours le chien. Que le chat engendre un chat roux ou un chat tigré, c'est toujours un chat. La variation de couleur, elle est accidentelle. Et d'ailleurs, on sait très bien que expérimentalement, c'est ce qu'on constate. On constate que les chiens engendrent les chiens, les chats, mais on sait très bien que dans une portée de chiots, il y en a de différentes couleurs. Pareil chez les chats. Et puis bien malin, celui qui arrive à retrouver de quel ancêtre ça vient. En fait, on considérait uniquement que les caractères, la forme spécifique était conservée, mais pas les caractères individuels, qui pouvaient varier. Hein. Et que va faire l'hérédité? L'hérédité, elle va apparaître quand apparaît l'évolution. Quand apparaît l'évolution, la notion d'espèce disparaît. Elle devient floue. Donc, il n'y a plus de forme spécifique. Il y a seulement une somme de caractères individuels, dont certains sont transmis et d'autres ne sont pas transmis. Et on ne sait pas pourquoi certains de ces caractères individuels sont transmis et pourquoi d'autres ne le sont pas. Idem, les théories de la génération, vous connaissez les théories de la préformation, où on imagine que l'être est préformé à l'intérieur du germe, etc. Hein. À cette époque, on croyait que donc seule la forme spécifique était préformée
dans le germe, mais pas les caractères individuels. Les caractères individuels apparaissaient selon la manière dont le germe était alimenté. Alimenté d'abord par le sperme du père, parce que la fonction du sperme du père, c'était de réveiller le germe et de l'alimenter, et ensuite alimenté par la mère, par l'intermédiaire du cordon ombilical et du sang de la mère. Hein. Donc, on avait cette idée d'une génération qui transmettait une forme spécifique qui était préformée. Mais ça, la préformation, au XIXe siècle, ça disparaît. Donc vous voyez, aussi bien pour la préformation et la disparition du fixisme, on a une disparition de la forme spécifique qui est remplacée par une multitude de caractères, dont certains sont transmis, dont d'autres ne le sont pas, sans qu'on sache pourquoi. Et c'est ces caractères qui vont être qualifiés d'héréditaires. Pourquoi ces caractères sont qualifiés d'héréditaires? Tout simplement parce que l'hérédité était initialement une notion purement économique et juridique. L'hérédité, c'est le droit pour les enfants de recevoir les biens des parents à leur mort, et c'est aussi l'ensemble, c'est aussi l'héritage, c'est l'ensemble des biens qu'ils vont recevoir. Mais ce n'est pas du tout une notion biologique. Mais par analogie, on qualifiait d'héréditaire certaines maladies. On avait constaté que les enfants de parents malades étaient souvent malades, parfois malades. Et donc, on qualifiait par analogie, on disait des maladies héréditaires, on disait aussi maladies séminales. On n'employait jamais le mot hérédité, le substantif hérédité n'était jamais employé, mais l'adjectif héréditaire est employé pour qualifier ces maladies, qui n'étaient pas forcément des maladies héréditaires au sens moderne du mot, parce qu'au début du XIXe siècle, les maladies héréditaires les plus courantes sont la variole, la syphilis et la rougeole, qui sont qualifiées de maladies héréditaires. Aujourd'hui, tout simplement, aujourd'hui, on parlerait de contagion familiale. Hein. Mais il y avait l'utilisation du mot hérédité en biologie pour ces maladies. Et c'était cette utilisation pour caractériser des maladies, du mot héréditaire, va être transférée au caractère biologique, et au caractère psychologique aussi, hein, qu'on a fait en quelque sorte apparaître en atomisant, on a atomisé la forme spécifique en caractères, et parmi ces caractères, il y en a certains qui sont héréditaires, qui vont être dits héréditaires, d'autres qui ne le seront pas. Et l'hérédité est apparue à ce moment-là. Ensuite, elle va avoir un trajet très important. J'ai donné quelques dates dans mes biographies. Les premiers mots, les premières... D'après en français, parce que ça vient de France, ces théories-là, les premiers emplois de la théorie de l'hérédité, d'après le dictionnaire de langue française, c'est 1820. En réalité, c'est faux, parce que j'en connais une qui date de 1800. On utilise le mot hérédité, mais ça doit être vraiment une des toutes premières, le mot hérédité en biologie. Hein. Ensuite, le premier traité de l'hérédité, on dit encore de l'hérédité naturelle, pour bien la distinguer de l'hérédité sociale. Hein, le premier traité, c'est celui de Prosper Lucas. Vous avez les références dedans. Alors, Prosper Lucas, c'est un psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne, donc il s'est surtout intéressé à l'hérédité d'un point de vue psychologique. Et c'est très délirant. C'est un texte complètement délirant. En général, on oublie, les généticiens l'ont fait disparaître. Ils ne le citent jamais. Ils ne vont pas citer que le premier traité d'hérédité, c'était celui d'un médecin psychiatre qui était lui-même un peu dérangé. Donc ça a disparu, mais c'est quand même lui qui l'a fait le premier. Et chose intéressante, c'est en 1850 à peu près le traité de Lucas. Il y a 2 volumes, c'est énorme. C'est 1847 et 1850, c'est épais comme ça. Donc c'est en 1847-1850. En 1859, dans l'origine des espèces de Darwin, c'est la principale référence en matière d'hérédité. Darwin en matière d'hérédité ne connaît que ce que dit Lucas. Donc, à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Et l'hérédité va vraiment apparaître et se développer à partir de 1866, si mon mémoire est bonne. Voilà, à partir de la morphologie générale de Haeckel, en 1866.
c'est là que c'est Haeckel qui va vraiment, c'est d'ailleurs à cet endroit-là que Haeckel invente l'évolution darwinienne, parce que l'évolution darwinienne, comble de malchance, n'a pas été inventée par Darwin, qui n'a jamais rien compris à l'évolution, et qui d'ailleurs a utilisé le mot évolution une seule fois dans l'origine des espèces, et seulement dans la 6e et dernière édition, mais autrement il est nullement question d'évolution dans l'origine des espèces, il est question de l'origine des espèces et non pas de l'évolution des espèces, et c'est Haeckel qui a inventé en réalité l'évolution darwinienne dans ce texte de 1866, et c'est à ce moment-là qu'il va fixer le rôle de l'hérédité, avec la loi de récapitulation. Vous connaissez la loi de récapitulation d'Haeckel, l'ontogénie résume la phylogénie. Hein, c'est-à-dire le développement embryonnaire de l'enfant résume toute l'histoire de sa lignée, toute l'histoire phylogénétique, toute l'histoire de l'évolution de son espèce dedans. Hein, et c'est à ce moment-là que l'hérédité a un rôle, parce que l'hérédité, c'est en quelque sorte chez Haeckel la mémoire de l'évolution des espèces, et mémoire de l'évolution des espèces qui va être rejouée en accéléré dans l'embryogénèse. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'hérédité, non seulement la sélection vient des sciences sociales, est passée en biologie, importée des sciences sociales jusqu'en biologie et ensuite revenue en sociologie, mais l'hérédité elle-même, qu'on croirait une notion purement biologique, est en réalité une notion qui a été importée des sciences sociales, enfin des sciences économiques et juridiques, le droit. Et ça peut paraître très bizarre, mais d'ailleurs on le voit très bien dans la notion de patrimoine génétique. On parle couramment du patrimoine génétique, patrimoine héréditaire, ça vient de là, c'est de là que ça vient, c'est une origine sociale. Ça peut paraître bizarre, plusieurs choses peuvent paraître bizarres. Tout d'abord, pourquoi on n'a pas, les biologistes n'ont pas pensé à l'hérédité? Je vous l'ai dit, parce qu'on ne pensait qu'à la conservation d'espèces, pas à la prolongation d'individus dans sa descendance, comme actuellement on est focalisé, est-ce que les enfants ressemblent aux parents? À l'époque, non, on ne s'y intéressait pas, c'était pas du tout un problème. Hein. Deuxièmement, pourquoi le rôle de la maladie? La maladie, parce que c'est un caractère très facile à mettre en évidence. C'est-à-dire que si vous prenez même un caractère héréditaire comme la couleur des yeux, c'est très difficile de remonter au-delà d'une ou deux générations, parce qu'avec les croisements, et puis ça peut sauter une génération, les lois d'hérédité sont compliquées, donc on n'arrivait pas à tracer de filiation. En revanche, par exemple, une maladie comme l'hémophilie, on connaissait l'hémophilie depuis le début du XIXe siècle, hein, une maladie héréditaire, vraiment héréditaire, comme l'hémophilie, hein, on savait très bien que si un enfant était hémophile, il tenait son hémophilie de celui de ses ancêtres qui était hémophile, puisque pour la couleur des yeux, c'est impossible à calculer. Et il est intéressant aussi, on croit souvent que l'hérédité des biens, la transmission des biens est fondée sur une hérédité biologique. C'est faux, c'est le contraire. C'est l'hérédité biologique qui est calquée sur la transmission des biens. Parce que la transmission des biens ne se fonde pas sur l'hérédité biologique. Hein. Les enfants qui héritent sont les enfants légitimes, pas les enfants naturels. Hein. Par le droit et par la nature, la mère est la femme qui a accouché de l'enfant. Et le père est le mari de la femme qui a accouché de l'enfant. Et on se soucie peu de savoir si c'est le père biologique ou pas. C'est celui qui reconnaît l'enfant qui est le père. Et c'est de lui qu'il hérite. Les enfants naturels ne sont pas héritiers. Et tout simplement parce qu'on ne connaissait pas les principes de la fécondation, sont connus assez tard, au milieu du XIXe siècle. On remarque vers le milieu, vers 1850, je n'ai plus les dates exactes, c'est un Anglais qui s'appelle Newport, qui a observé la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule. Et ensuite, c'est seulement vers les années 1870, il commence à mieux comprendre la chose, et les chromosomes, ça apparaît dans les 1880. Mais pendant très longtemps, on ne connaissait pas du tout les mécanismes de la fécondation. Donc, le droit ne se fondait pas sur la biologie, il ne se fondait pas sur des analyses d'ADN qui n'existaient pas, il ne se fondait pas même, il se fondait simplement sur la femme qui accouche et la mère, et le mari de la femme qui accouche est le père.
ou bien à moins plus tard d'une reconnaissance. Mais la filiation est sociale, d'abord sociale, et l'hérédité suit la filiation sociale et non pas la filiation biologique. Et c'est seulement dans un second temps qu'on a imaginé une hérédité calquée sur cette filiation, et ensuite maintenant on en revient à trouver la filiation sociale, à fonder la filiation sociale et l'hérédité donc sur des analyses ADN. Voilà en gros ce que je voulais vous dire.